à ma droite, parce qu'on ne le connaît pas tous forcément très bien. On le connaîtra un peu mieux, évidemment, tout à l'heure. Après, il va y avoir une lecture brève mais bonne d'un passage du rêve du jaguar. Et puis après, nous allons converser, n'est-ce pas? Avec Ça grand vous plaisir. va, Miguel? Absolument. Bon. Merci beaucoup, Marianne. Alors, Miguel Bonnefoy donc, est né le 22 décembre 1986 à Paris, d'une mère diplomate vénézuélienne et d'un père romancier chilien. Il a grandi au Venezuela, je crois, et au Portugal. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je le répète depuis. Mais oui. Il parle bien le français pour autant, parce qu'il a suivi une scolarité dans les lycées français. Ah, et je crois qu'il me dit qu'on parle trop vite. Il faut qu'on parle plus lentement. Le voyage d'Octavio, non, son premier roman, publié en 2015 chez Rivage, a été finaliste du prix Goncourt du premier roman et a reçu de nombreux prix, de très nombreux prix, dont celui de la vocation. En 2017, Sucre Noir, son roman suggestif, est finaliste du prix Femina. En 2018-2019, Miguel a été pensionnaire à la Villa Médicis, n'est-ce pas, l'Académie des Frances à Rome. Une résidence qui lui a été bénéfique, semble-t-il, puisqu'en 2020, il a reçu le prix des libraires pour son roman Héritage. Je passe sur un ou deux ouvrages, parce qu'autrement... En passons à 2024, avec Le Rêve du Jaguar, qui obtient le Grand Prix du roman de l'Académie française, et peu de temps après, et toujours d'ailleurs, c'était des bulletins serrés, hein, ça n'a pas été très facile, mais vous avez obtenu aussi le prix Femina. Ça fait donc beaucoup de jaloux. Il me dit, deux prix, il y en a un de trop, et deux grands prix littéraires, c'est des grands prix littéraires de la rentrée. C'était impressionnant, non, de recevoir ces deux grands prix? Très impressionnant, et je dois reconnaître, et je le dis beaucoup avec une vraie modestie, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout du fichier for compliment, ni que j'ai d'abord ressenti, et je le ressens encore, un sentiment d'humilité. Humilité, pourquoi? Parce que je me rends compte, en passant beaucoup de temps avec des amis écrivains, que beaucoup aspirent à ces prix-là, et que ça fait plus de temps que moi qu'ils sont dans ce monde littéraire. Ils ont plus de livres que moi, ils ont plus de talent que moi, ils travaillent plus que moi, ils ont plus de tout que moi. Et moi, dans l'affaire, par un alignement astral et par une affaire de ricochet, en fait, je me suis retrouvé avec ça. Et en quelque sorte, moi, tous mes livres sont encore à écrire. Et je n'ai encore pas écrit grand-chose, du moins j'ai l'impression d'être encore enceinte de beaucoup de livres. Alors, d'avoir été double couronné d'une façon aussi belle, aussi prestigieuse, avec des gens que je respecte autant, etc., eh bien, ça m'a donné un sentiment d'humilité de me dire, bueno, vous êtes en train de distinguer un travail qui est très jeune encore, plein d'imperfections, plein d'aspérités. Et j'ai bon espoir de pouvoir m'améliorer plus tard. Je le dis vraiment, hein, c'est vrai. Et en plus, il est sincère. On va écouter un peu de la prose de ce multiprimé, n'est-ce pas? Et après, on va parler de ce roman. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Ça va? Alors, moi, je suis donneuse de voix à la Bibliothèque sonore du Pays d'Aix. Donc, nous enregistrons des livres à l'intention des personnes qui sont handicapées, qui ne peuvent pas lire. On leur prête les enregistrements gratuitement. Et nous remercions l'organisation du festival et Paul Constant de nous avoir proposé d'enregistrer les 6 livres de la sélection, ce qui a permis à nos audiolecteurs de pouvoir les écouter et participer au prix des lecteurs. Voilà. Et moi, j'ai eu le plaisir d'enregistrer Le Rêve du Jaguar, dont je vais vous lire un extrait. On l'emmena à la maternité dans des rues en feu. Des pierres et des cocktails Molotov volaient. Des poubelles brûlaient. La foule était mitraillée. Une guerre sourde se livrait. Quand Anna Maria arriva à l'hôpital, elle dut entrer par la porte de secours, car des jeunes avaient mis le feu à une pompe à essence et l'avaient jetée sur le parvis. Le désordre était immense. À 15 heures, la ville s'endiabla. L'école militaire libéra les hommes. Les commandants retournèrent leurs vestes. L'armée se dressa contre la dictature. Et Marcos Pérez Jiménez dut prendre la fuite dans son avion privé, la Vache Sacrée, avec un tel empressement qu'il abandonna une valise pleine de dollars à l'aéroport. Ce fut à cet instant, alors que le dictateur était à 10 000 pieds d'altitude, sauvé de justesse, qu'Anna Maria, 10 000 pieds plus bas, sentit ses lombaires se déchirer.
Elle disparut d'elle-même, presque inconsciente, assaillie tout à coup par un pic de douleur, et demeura seulement dans la pièce, planant au-dessus des sages-femmes et des infirmières, un hurlement semblable à celui d'un homme qu'on poignarde, un appel se mêlant à celui du peuple vénézuélien, qui au même instant descendait l'avenue principale en criant « Le dictateur est tombé! Viva Venezuela !» La voix de la rue se fit si forte qu'au bout d'une heure, plus personne n'entendait les cris déchirants d'Anna Maria, car tout le personnel médical était agité par les pétarades et par les explosions de joie qui montaient de la façade de l'immeuble, qui entraient dans la salle d'accouchement et qui annonçaient, au milieu des giclements de sang, l'avènement d'une nouvelle ère politique, un nouveau départ, une origine encore à venir. « Viva Venezuela !» criait-on. Et cette origine, c'est Anna Maria qui la sortait de son ventre. Elle parvint à s'agripper avec virulence au barreau du lit et à pousser de toutes ses forces. Elle sentit tout à coup le passage de la tête qui lui déchirait les parois internes. « Viva Venezuela !» Elle sentit cette tête qui entrait dans les riches heures de l'histoire d'un continent, qui émergeait dans le tumulte de la rue. Elle sentit cette tête qui lui fit remonter les siècles latino-américains jusqu'à la conquête espagnole et l'héritage colonialiste des maîtres de la vallée, jusqu'aux empires des prêtres indigènes et les dynasties archaïques. Viva Venezuela! Cette tête qui passait à travers les batailles maritimes du Golfe, qui rappelait la plus vieille mémoire des sociétés, remontant le cours des fleuves jusqu'au temps géologique de guerre minérale, depuis la splendeur primitive d'un premier lézard pointant son nez d'une coquille préhistorique. Viva Venezuela! Et Anna Maria, qui poussait depuis les sédiments calcaires des sous-sols, éprouva une douleur si intense qu'elle l'entraîna encore plus loin, dans des temps où il n'y avait ni rocher, ni sable, ni oppresseur, ni opprimé, ni aurore, ni amour, mais seulement, suspendu au milieu de rien, le vide magnifique d'une première étoile. « Quel prénom voulez-vous donner à votre enfant ?» demanda l'infirmière. Anna Maria prit alors la parole. Au milieu du vacarme assourdissant de la rue, elle répondit d'une voix ferme, « Elle s'appellera Venezuela. » Alors ces personnages, on les retrouvera tout à l'heure, mais on comprend d'ores et déjà qu'il va y avoir, c'est une histoire familiale que vous avez écrite, mais avec en filigrane aussi l'histoire du pays, l'histoire du Venezuela, que l'on va retrouver comme ça, de date en date. Alors il y a plusieurs personnages, il y a 4 personnages principaux dans votre roman, et très foisonnants, très teintés de réalisme magique. C'est une famille totalement baroque. Donc je propose que, puisque vous avez certainement réfléchi à la structure de votre livre et qu'elle elle est habile et fine, qu'on suive les personnages tels qu'ils nous apparaissent à nous lecteurs. Mais je me demandais, dans cette on va dire, roman familial, mais roman quand même, quelle était la part de fiction et la part de faits réels? Parce que comme vous remontez quand même assez loin et que j'imagine il n'y a pas eu énormément de témoins de tout ce qui s'est passé au début du siècle dernier, dans quelle mesure, est-ce qu'il y a un pourcentage, en gros, de fiction et de non-fiction? Ce que je trouve est fascinant avec, et mon cas n'est pas extraordinaire, je pense que n'importe quel écrivain vous dira la même chose, lorsqu'on écrit sur une histoire qui a réellement existé, c'est qu'on se retrouve paradoxalement à devoir utiliser la fiction pour freiner la réalité, tellement la réalité est furieuse, débordante et démente. La réalité peut se permettre le luxe d'être invraisemblable, de ne pas être crédible, d'être folle, d'être ramifiée, d'être volcanique. La fiction ne peut pas se permettre ce genre de liberté. Donc, paradoxalement, dans le livre, toutes les parties qui sont, en quelque sorte, les plus modestes, sont les parties de la fiction. Et tout ce qui est la réalité, c'est là où on dit « non, c'est pas possible ». Et figure-toi que
je te prends un exemple, parce que parfois il est plus simple de passer par l'anecdote que par la théorie, non, et par le particulier que par le général. Il se trouve que dans la première phrase du livre, je dis que mon grand-père, Antonio Borja Romero, fut déposé sur les marges de l'église, dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Une rue réellement porte son nom, une rue qui va jusqu'à l'université qu'il a fondée, qui s'appelle Universidad Antonio Borja Romero. Il y a un buste de lui à l'entrée, qui est un buste qui a été à la fois une figure inspirante et effrayante dans mon enfance. Mais il n'a pas réellement été déposé sur les marges d'une église. Il a été remis dans les bras, au bout de sa première semaine, dans les bras de cette muette Thérèse, qui était une femme de la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère était morte en couche, et son père était un marin qui faisait le tour du lac de Maracaibo, de village en village. Je sais seulement que cet homme-là, voyant la mort de sa femme, n'a pas voulu garder l'enfant et donc l'a déposé dans les bras de cette muette Thérèse qui était une cousine d'une tante, d'une sœur éloignée de la famille, quelqu'un de très éloigné comme ça. Il y a 2 semaines, vous n'allez pas me croire naturellement, mais j'ai une preuve matérielle sur mon portable, donc je pourrais vous donner mon portable, vous le faites passer, si vous pourrez le rendre tout à l'heure, enfin ou pas. Faites attention, c'est un faussaire. Oui, voilà, le coup classique de... Eh bien, figurez-vous qu'il y a 2 semaines, ma mère, en ce moment, est aux États-Unis. Et elle est allée voir une famille éloignée des Borjas. Elle a retrouvé une ancienne cousine qui, elle, lui a dit « Mais tu connais la vraie histoire du père d'Antonio, qui s'appelait Elias Borja Romero, ce marin qui faisait le tour du lac. » Elle lui dit « Oui, je sais certaines choses, etc. » Elle dit « Mais est-ce que tu as son arbre généalogique ?» Ma mère fait « Ah non, j'ai jamais eu son arbre généalogique. » Elle dit « Permets-moi de te l'envoyer. » Elle lui a envoyé par PDF en WhatsApp et ma mère me l'a envoyé à moi en WhatsApp en PDF. C'est con que je ne l'ai pas eu avant l'écriture du livre et je l'ai eu après. Donc, on fera un 2e tome. On fera un 2e tome, voilà, exactement. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui que l'histoire de Elias Borja Romero est un homme qui a eu 3 femmes dans sa vie. La première s'appelait María Concepción. Il a eu 11 enfants avec elle. La deuxième s'appelait María Concepción. Il a eu 4 enfants avec elle. Elle est morte. Et la troisième s'appelait María Concepción. Et il a eu 3 enfants avec elle. Un prénom très commun, tu me diras. Et le tout petit dernier, c'était mon grand-père Antonio Borja Romero. Donc vous pouvez imaginer que cet homme, qui est déjà veuf 3 fois, qui a 17 enfants à charge, plus le marin en 3 ans, le petit dernier né, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Enfin, il donne l'enfant à la première qui passe, en quelque sorte. Cet orphelin qui a été élevé seul, il avait une flopée de frères et de sœurs. Et voilà, une quantité de frères et de sœurs que moi je n'ai jamais connus, que je n'ai jamais rencontrés. Et je me suis dit, ensuite, lorsque j'ai su cette histoire, je me suis dit, de toute façon, même si j'avais eu cette histoire avant l'écriture du livre, je n'aurais pas mis ça parce qu'on ne m'aurait pas cru. Et on m'aurait dit, mais non, mon ami, c'est trop gros, non, ça ne passe pas. Mon éditrice elle-même m'aurait dit, non, on ne va pas faire 11 enfants, on ne va pas faire le même prénom à chaque femme. Et pourtant, c'est la réalité. Alors, sans l'accent, on va dire, enfin sans l'accent de ma part, on va dire 2 mots sur donc la principale action va se situer dans ce village qui au début est un village de pêcheurs, qui s'appelle Maracaibo. Ça va à peu près. Oui. Super. Ouais, Donc nous sommes au bord des Caraïbes, nous sommes à quelques centaines de kilomètres de la capitale de Caracas. Absolument, oui, à l'ouest du Venezuela. Et tout va, enfin la plupart de l'action du roman va se dérouler dans ce village. Absolument. Qui va devenir une cité babélienne. Enfin bon. Donc le roman s'ouvre sur ce petit garçon, ce petit Antonio, qui n'a pas été retrouvé dans la vraie vie sur les marches de l'église, mais enfin en tout cas l'image est belle. Et par ailleurs, est-il vrai qu'à un moment donné, la statue du Libertador, Simon Bolivar, il va y avoir une escale, parce que ça c'est un moment aussi formidable du roman, et qu'il va y avoir une grande fête qui va se dérouler à cette occasion-là? Eh bien, merci de pointer ce passage. Et non seulement l'histoire est vraie, mais également, je l'ai lu de la part d'un cronista, d'un chroniqueur de Maracaibo, qui sont comme des écrivains qui ont la mémoire collective de la ville et qui savent toutes les anecdotes, qui savent toutes les histoires, qui connaissent tous les petits recoins, qui ont 1000 petites affaires comme ça délicieuses. Et lui, il avait écrit une sorte de recueil de petites chroniques
qui se passait à Maracaibo. Cet homme-là, encore une fois, vous n'allez pas me croire, cet homme-là, c'est vrai, hein, s'appelle Audio, comme un audio qu'on écouterait. Audio Cepeda. Et il n'a jamais publié ces nouvelles-là, ces chroniques. Elles sont restées, allez savoir pourquoi, dans des tiroirs. Or, il se trouve que Audio Cepeda est un très bon ami de Guari Otero, qui est ma cousine et qui est la fille de la sœur de ma mère. Enfin, voilà. Vous comprenez pourquoi il faut suivre le fil du roman, c'est pour ça que... Absolument. C'est pour ça que je te dis, la réalité, la fiction a dû structurer tout ça, non? Et Audio Cepeda me fait parvenir alors, par le biais de Guari, toutes ces différentes anecdotes qu'il racontait. Et là, alors, apparaît cette histoire fabuleuse de l'histoire de la statue de Simón Bolívar, qui aurait fait une escale à Maracaibo pour aller dans le sud et qui est restée là pendant quelques semaines et qui au début a été vénérée et puis petit à petit eh bien, elle a commencé à être comme vilipendée, à être tachée, à être souillée et pourtant, Maracaibo a encore aujourd'hui cette espèce de gloire d'avoir eu Simón Bolívar pendant juste 2 semaines. Et ce qui va être vénéré très longtemps, en revanche, c'est le pétrole. Parce qu'on découvre du pétrole. Absolument. Il y a un jet absolument incroyable et intarissable qui tout d'un coup apparaît après une belle explosion, si je puis dire. Exactement. C'est phénoménal. Et on sait ce que va devenir le Venezuela plus tard. Mais là, tout d'un coup, ce village se transforme en puits. En puits, c'est exactement ça. Le village se transforme en puits. Je trouve très belle la métaphore. J'aurais dû la mettre dans le livre. Je trouve encore meilleure que ce que j'ai pu le... le village se transforme en puits, c'est exactement ça. Eh bien, figurez-vous, et cette histoire, encore une fois, est vraie. Je n'ai rien inventé. Comme vous pouvez voir, je n'invente rien. Je ne fais que mélanger, que tisser et retisser les mêmes choses. D'ailleurs, le mot texte, l'étymologie du mot texte vient de textile, vient de texture, en fait. C'est juste une grande tresse qu'on fait avec les éléments de la réalité. On n'invente rien, on ne fait que combiner. Eh bien, figurez-vous, face à cette étoffe textuelle, il y a l'affaire du pétrole. L'histoire est connue car dans les années 20, il semblerait que dans l'hacienda, les haciendas sont comme des fermes, qu'on appelait l'hacienda Barroso. Barroso devait être probablement le nom de famille des propriétaires terriens, des latifondistes qui avaient cette hacienda. On a découvert un jet de pétrole. Tous les articles de presse concordent sur la date et sur l'heure qu'à 4 heures du matin, tout à coup, une sorte de boom, une détonation est telle qu'elle a ouvert les portes des maisons et a fait voler les volets des fenêtres. C'est ce qu'ils disent dans l'article. Et à partir de là, commence à sortir un geyser, enfin une tour maudite, une sorte de colonne noire de pétrole, et qui continue. Et un certain Samuel Smith, qui a réellement existé, qui était un Américain chargé de cette concession pétrolière, essaye comme il peut de baliser, mettre des sacs de sable, lever des murs pour empêcher le pétrole de commencer vraiment à se déverser dans la ville et se déverser aussi dans le lac. Et on se dit, tôt ou tard, en fait, ça va s'arrêter. C'est pas possible. Dans quelques heures, ça va s'arrêter. Ça continue. Pendant 9 jours, cette colonne noire a continué. Que du gâchis. Que du gâchis. Et tu imagines la folie de la chose est telle que petit à petit, après avoir utilisé toutes les options d'ingénierie, toutes les options de construction, toutes les options d'architecture possibles, eh bien, on s'est tourné vers la dernière des options, qui est la foi. Et là, il y a eu un petit groupe de fidèles qui s'appelait le groupe les Sanbeniteros, parce qu'ils vénèrent un saint qui s'appelle San Benito, et qui est un saint noir, qui est un saint qui est résultat du syncrétisme entre les Espagnols qui sont arrivés avec la Bible, avec la chrétienté, le catholicisme et toutes ces choses en Amérique latine et dans les îles, et ça s'est mélangé avec l'animisme africain, avec les croyances populaires indigènes, et dans cette espèce de mélange délicieux, dans ce cocktail de religion et de croyances délicieux, sont apparues certaines figures qui sont des saints noirs, qu'on vénère avec des amulettes, avec du rhum, et ce genre de choses. C'est tout simplement, ce sont des croisements, enfin des sortes de saints métissés. Et alors les San Beniteros décident, en portant San Benito dans des brancards, en jouant des tambours, avec les colliers de chango et de orichas, pour ceux qui connaissent, en dansant comme ça, ils emmènent San Benito et disent « Laissez-nous passer près du geyser, et si San Benito touche
Ce geyser noir, il va s'arrêter. Tout le monde lui dit « Allez-y, les amis, enfin, que voulez-vous que je vous dise ?» La coïncidence est telle qu'au moment où les San Benitero arrivent et que San Benito, ça c'est écrit, je n'invente rien, c'est très sérieux, touche le pétrole s'est arrêté. Et Samuel Smith, qui était un type de 30 ans, qui était le responsable de cette concession, qui était un homme absolument cartésien, rationnel, qui ne croyait en rien, uniquement l'argent du pétrole, les pétrodollars, voit la chose et dit « ce n'est pas possible ». Cet homme-là a donné une interview très célèbre à la fin de sa vie, est resté au Venezuela, s'est marié 2 fois avec 2 Vénézuéliennes et a fini sa vie San Benitero. C'est quand même dingue, non? Je crois que je vais... Il a dit « moi je l'ai vu et c'est vrai, c'est pas possible ». Alors on en est à la page 23, donc je vais faire les transitions. Donc ce petit Antonio, il est laissé, c'est l'école de la rue. Hein. Enfin, il a quand même un conseil. Sa fausse mère, si je peux dire, lui dit si tu veux devenir le patron, ne vole pas, travaille. Et ça, il le fera toute sa vie. Donc il commence à travailler, il fait des petits boulots dans le port, etc. Et parmi les petits boulots plus rémunérateurs, il en a un dans un bordel, parce qu'évidemment toute cité qui a un peu de pétrole attire beaucoup de monde, quelques mâles et quelques prostituées. Et qui s'appelle le Majestic. Et cette vieille maison absolument incroyable, elle a bel et bien existé. Alors, non seulement elle a existé... Mais j'y suis allé. Mais j'y étais. Non, mais il y en a eu 2. Il y a eu El Majestic et il y a eu El Nuevo Majestic. Oui, parce qu'il a brûlé. On va s'arrêter à El Majestic. Prenons le premier. J'ai trouvé peu d'informations du Majestic en tant que tel. Je sais qu'il a travaillé dans cette maison close pendant quelques années, d'abord parce que dans la mythologie familiale, on en parlait souvent, et en plus... car il y a un livre écrit sur mon grand-père, c'est une journaliste qui a fait 300 pages sur lui, une sorte de longue interview de lui où il raconte depuis le début de sa vie jusqu'à la toute fin. Ah d'accord, ça c'est un des matériaux sur lesquels vous êtes... qui était essentiel, je me suis épaulé beaucoup là-dessus, où lui il raconte tout, et donc il y a tout un passage où il raconte toute l'histoire du Majestic. Donc là j'ai eu pas mal d'informations là-dessus. Il semblerait, enfin moi j'ai maquillé certaines choses, mais il semblerait qu'il avait monté la hiérarchie de ce petit bordel parce qu'il s'était, disons, il rendait des services, il s'est fait un peu déflorer quand même. Voilà, il s'est fait déflorer, mais il semblerait qu'il a été avec la matrone, la doyenne, non, qui donc l'a monté. Bon, quoi qu'il en soit, et l'histoire du Majestic, je n'avais pas d'informations de comment était l'intérieur, comment c'était décoré. Et en cherchant alors avec mes cousins, avec mes cousines, avec les tantes, on me donne finalement le numéro de mon oncle Manet, Luis Otero. Et je demande à Luis Otero, est-ce que tu as des informations sur le Majestic? Et je le vois alors, il écrit, non, sur WhatsApp, on voit les 3 petits points qu'ils sont en train d'écrire. Et puis ça écrit puis 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, puis 10 minutes, 15 minutes. Je me dis, bien, quelle affaire. Et là alors, Manet, avec une espèce de générosité comme ça, qui vient des racines de l'arbre généalogique, me livre un texte mais fabuleux, avec des précisions inquiétantes sur l'intérieur du Majestic. Et je vois la chose, et je lui dis, mais Manet, comment tu sais tout ça, quoi? Il me dit, non, j'ai lu un article. Je dis, ah, d'accord, entendu. Non. Donc, en effet, heureusement que Manet allait savoir, non? Enfin, mais heureusement que Manet était là pour pouvoir me livrer tous ces détails sur le Majestic. Et est-il vrai que Elias, donc le père d'Antonio, qu'ils se rencontrent en fait dans ce Majestic? Ça, il y a un peu de... Cette partie est fausse. Ah, quand même, cette partie est fausse. Je trouvais ça absolument incroyable. L'histoire est incroyable, mais je ne sais pas précisément comment il est sorti de cette misère pour commencer à aller à l'école. Je sais que c'est grâce à ce Don Víctor Emiro Montero qui a réellement existé, et qui était le frère d'Elias. Et qui était... Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le frère d'Elias. Non. Je ne sais pas comment ce type s'est retrouvé là, mais à un moment, il y a un passage de bascule où il quitte un peu ce monde dickencien, un peu de petite délinquance, de ruffians, de ladres, de joueurs de couteau, du monde des prostituées comme ça et des chercheurs d'or, et bascule dans le monde de l'école classique, instruction publique, où il commence à aller à l'école et va donc devenir un excellent élève jusqu'à l'université. Oui, vous dites, et il avait le goût du savoir, la soif de connaissance, et, j'ouvre les guillemets, ce petit air d'assurance propre à ceux qui s'attellent à un but.
On a un petit air d'assurance propre quand ça s'attelle à un but. Je sais pas, je me souviens même pas de cette phrase, elle est bien, je sais pas, faudrait voir l'assurance propre, oui, je vois ce que tu veux dire, je ne sais quoi, un peu comme ça. Ouais. Toujours est-il que dans la famille, on décide qu'il sera médecin. Hein. Antonio, tu seras médecin. Il sera médecin, voilà, c'est décidé un peu pour lui, il n'est pas totalement contre. Encore une fois, je le sais parce que lui, il a beaucoup parlé de Don Víctor Emilio Montero et il en parle beaucoup dans son livre, encore une fois, qui a été un peu son deuxième père, enfin presque son premier père. Et Don Víctor Emilio Montero a eu 9 enfants aussi, quelque chose comme ça. Moi, j'en ai 8. 8, voilà, ou 8, enfin, tu vois, mais il a eu une quantité d'enfants incroyable et il se trouve que ma mère les a bien connus, les Montero, et elle me dit qu'ils étaient tous soit avocats, soit médecin. Donc, en effet, je pense que Don Víctor Emilio devait être un homme assez autoritaire et il avait ce je ne sais quoi d'assurance propre qui ont les gens qui s'attellent à un but. Non, les assurances propres. Et donc, continuons, progressons. Et il est à l'école, donc c'est un très bon élève. Et il y a un professeur qui, pour booster un peu, comme on dit en bon français, le travail de ses élèves, fait gagner des billets de séances de cinéma. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Ana Maria Rodriguez, dont on va beaucoup parler, bien sûr, qui elle aussi gagne. Et même gagne à la barbe d'Antonio, qui est un peu vexé, mais qui tout de suite tombe totalement amoureux de cette jeune fille. Et donc ils vont se retrouver. Et cette espèce d'amour fou qui le pousse, parce qu'elle lui dit « Mais non, moi ce que j'aime, c'est les histoires d'amour ». Alors il va à la gare routière. Et évidemment, il est incapable d'écrire des histoires d'amour. Il a quand même eu un passé un peu difficile, cet Antonio. Et il s'installe, il prend une petite chaise, un petit bureau, et sur un panonceau, il écrit « J'écoute des histoires d'amour ». Et tous les gens de la gare viennent lui raconter des histoires d'amour. C'est très beau. C'est l'imagination de notre ami. C'est l'imagination de notre ami. C'est l'imagination de notre ami. Et c'est l'imagination de notre ami parce que je ne sais pas précisément comment ils se sont rencontrés ou entichés l'un de l'autre. Et donc, je me suis permis ce passage-là. Mais figure-toi, il y a une petite anecdote drôle parce que pendant l'écriture de ce passage, eh bien, il me fallait raconter quelques histoires d'amour, puisqu'il y a toute une queue de voyageurs qui sont là à attendre et chacun livre son histoire d'amour. Donc je n'allais pas non plus faire un roman sur toutes les histoires d'amour, mais je devais quand même faire une phrase ou deux. Non, à chaque fois on lui raconte à ceci, non, on lui raconte à cela, et faire une sorte de petit florilège, un petit éventail d'histoires d'amour. Mais bon, moi dans l'affaire, je ne connais qu'une seule histoire d'amour. Enfin, vous pouvez imaginer, non, qui est avec ma mère. Bien sûr. Bien sûr. Et peut-être un ami ou deux, tu vois. Mais je ne connais pas assez d'histoires d'amour. Et je me dis, quelle meilleure manière d'avoir toutes ces histoires d'amour, c'est de demander à des amis écrivains. Donc j'ai écrit un WhatsApp en disant est-ce que tu pourrais me raconter la plus belle histoire d'amour ? Il y a eu beaucoup de petits points. Il y a eu plein de petits points. Et donc je l'ai envoyé à une dizaine d'amis écrivains dont je tairai le nom par élégance, mais que vous connaissez plus ou moins tous. Et certains qui ont été assis à cette table il n'y a pas longtemps. Et donc j'envoie la chose. Et là alors je vois mes amis heureux, tu vois, chargés d'une mission, tu vois. Me disent oui, bien sûr. Alors moi, j'en connais une qui est délicieuse. Elle n'aurait pas précisément arrivé à moi, mais c'est arrivé à un moment donné où on me l'a racontée, mais tellement belle que je te la donne. Et je reçois une dizaine, une quinzaine d'histoires d'amour. Et là, je dis celle-là, elle est géniale. Est-ce que je peux te la voler ? Non ? Est-ce que je peux te la piquer ? Et mon ami, je me souviens, François-Henri Désérable, me dit le talent emprunte, le génie vole. Vole, tu vois. Donc en effet, j'ai volé la phrase. Et alors, je les ai mis comme ça dans ce passage. J'envoie à ma maison d'édition le manuscrit. Mon éditrice, Émilie Colombani, que je salue du geste, lit ce passage et juge qu'il y a peut-être trop d'histoires d'amour. Donc prend son sabre prophétique de marbre et se met à couper quelques histoires d'amour. Celle-là, on l'enlève, celle-là, on l'enlève, celle-là, on l'enlève. Lorsque le livre a été publié, je l'ai envoyé aux 10 amis écrivains et je les voyais aller tout de suite, page 66, pour voir si leur histoire avait été retenue ou pas. Et donc tu voyais soit le bonheur, soit la déception traverser le visage, tu sais. Mais je pourrais vraiment te dire les unes après les autres d'où elles viennent. C'est assez beau. Ouais. Alors le chapitre sur Ana Maria s'ouvre sur une histoire extraordinaire d'un pingouin qui se serait échoué là au milieu des Caraïbes, et bien qu'il fût
près de 40 degrés. Il semblait supporter la chaleur avec dignité. J'adore ce genre de précision. Il a bien existé. Et il est devenu la mascotte de la ville. Absolument, absolument. Vraiment. Et ceci, encore une fois, j'ai des preuves matérielles d'une part. Et deuxièmement... On verra ça devant le commissaire. On verra ça devant le commissaire. Et deuxièmement, n'importe qui, sur son portable, en fait, peut trouver l'information. Même il y a Salvador Garmendia, qui est un écrivain vénézuélien, a écrit un livre qui s'appelle Un pingüino en Maracaibo. Donc c'est assez simple, un pingouin à Maracaibo, et il raconte l'histoire. Et aujourd'hui, si vous allez à Maracaibo, à l'Institut des sciences naturelles, il y a un pingouin qui est empaillé et qui est là, qui est Policarpio. Et donc, l'histoire m'a été racontée par un certain Rafito. Oui. Et Rafito, c'était pareil, une sorte de chroniqueur de Maracaibo qui était un voisin d'une cousine. Et un soir, je devais avoir 17-18 ans, Rafito m'invite chez lui pour dîner. On dîne ensemble, il sort une bouteille de rhum et un verre, 2 verres, 3 verres. Au 4e verre, il se met à me raconter l'histoire du bestiaire de Maracaibo. Et il me raconte l'histoire de ce pingouin qui serait arrivé un 14 février 55 sur les côtes de Sinamaica, qu'on aurait donc gardé dans un kiosque pendant quelques heures, quelques jours, caché dans un frigo plein de bière, parce que c'était le seul endroit qui était froid, en fait, dans les Caraïbes, en fait, sous les tropiques, et que l'Institut des sciences naturelles l'aurait transporté à Maracaibo dans un camion frigorifique de glace, en fait, pour faire de la glace, qu'on l'aurait mis dans le zoo, qu'on aurait délogé le seul ours qui était là, où il y avait une sorte de système un peu de refroidissement de pierre, et donc que le pingouin serait resté comme ça, bloqué comme ça dans le truc pendant 3 mois, que tout Maracaibo serait venu le voir, qu'on l'avait nommé Policarpio, la voix populaire avait décidé qu'il avait une tête de s'appeler Policarpio, et qu'un enfant, au bout de 3 mois, ne le voyant pas bouger, lui aurait balancé une pierre, ce serait arrivé sur sa tête, ça lui aurait créé une hémorragie cérébrale, et il serait tombé dignement, comme une statue romaine, avec le bec sur une flaque d'eau. C'est ce pingouin qui avait traversé 9000 km d'eau carrée et qui meurt dans une flaque d'eau. Et Rafito me raconte toute cette histoire. Et je me dis, c'est pas possible, un jour il va falloir que je raconte ça. Est-ce que Rafito est crédible? Alors, est-ce que Rafito... Allez savoir, non, lorsque la légende dépasse la réalité, on a pris la légende, enfin, non, c'est non è vero è ben trovato, comme les Italiens, non, si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Mais j'ai trouvé ça merveilleux de voir, et Rafito est mort aujourd'hui, donc je le salue du geste aussi, tu vois, parce qu'il est mort d'un cancer terriblement. Et figure-toi que Rafito m'a aussi raconté cette autre histoire que je voulais mettre dans le livre, mais qu'on me l'a enlevé parce que c'était trop. La méchante Colombani. Et voilà, exactement, Amélie Colombani. Mais je ne résiste pas à la tentation de vous raconter, elle est très rapide, je vous ennuierai pas longtemps. Mais vous avez quelque temps? Vous avez 2h30. Eh bien, figurez-vous que, il me dit, il y a eu un cirque français qui est venu à Maracaibo, plus ou moins dans les années 60. Et donc le cirque arrive avec des magiciens, avec des gens qui font du trapèze, avec des clowns comme ça, et notamment avec un lion qui sautait dans des cercles de feu. Le cirque arrive, tout Maracaibo va avoir le lion qui sert dans un cirque de feu, tout le monde est très beau, etc. Nanana, et les enfants sont contents. Plus ou moins au même moment, à Maracaibo, ils avaient sorti le premier dentifrice de Maracaibo. Et donc Maracaibo était très fier d'avoir son propre dentifrice régional. Et le jeune garçon du marketing du dentifrice est allé voir le cirque avec ses enfants un dimanche, et le lundi, il rentre dans le bureau et dit à son chef, tu sais quoi, j'ai une super idée, on va louer le lion pendant une journée, on lui fait prendre des photos la gueule ouverte, avec le dentifrice en bas, et on dit, notre dentifrice lave même les dents du lion. C'est quand même dingue cette histoire, non, enfin, cette histoire est vraie, hein. Le cirque est content de louer le lion pendant une journée, ça lui fait un peu plus d'argent, etc. Et donc, en effet, on ramène le lion dans une cage, dans une espèce de salle, shooting photo. On fait le shooting photo, mais le soir, quand il faut récupérer le lion, il y a un problème, ils ne peuvent pas venir récupérer le lion. Et le lendemain non plus, et 3 jours plus tard, le cirque disparaît. Et il laisse le lion à Maracaibo. Et Rafito me dit, moi enfant, je me souviens avoir lu le lion dans le zoo, un triste lion, abandonné sous les tropiques, qui tournait en rond et qui est mort là, bêtement, à Maracaibo, parce qu'on l'avait abandonné à cause d'une affaire de dentifrice. Alors, je me suis dit, je vais mettre le truc dans le livre et on va dire, on ne te croira pas, c'est trop, tu vois, c'est ça qui est génial en fait. Alors pourquoi on vous parle de pingouins et de lions? Parce qu'il y a un joaillier
il y a un joaillier qui est fasciné un peu par cette image du lion, conçoit une broche. Du pingouin, pardon. Vous m'entricotez, évidemment. Conçoit une broche, un magnifique bijou en forme de pingouin, justement, et qu'il offre à son fils, qui s'appelle Cinco, qui va devenir typographe. Et Cinco va avoir, on accélère un peu, hein, et Cinco va avoir une fille qui va élever seule, parce que sa femme va partir momentanément, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Anna Maria. Voilà. Anna Maria est à l'école, c'est pas évident. Elle est à l'école des bonnes sœurs. Et puis à un moment donné, Cinco reçoit un petit mot sur lequel est écrit « Reprenez votre fille, elle n'a pas à être là. Votre fille, pour l'instant on va laisser ça comme ça, est un génie. » Vas-y, continuez. Oui, alors, votre fille est un génie. Et, donc elle va partir au lycée. C'est ça, et donc elle part au lycée. Et au lycée, elle fait tout ce qu'elle a à faire, et ensuite elle part à l'université. Et moi, je m'assure que Marianne me dit OK, parce que comme je connais pas trop l'histoire, j'essaie de pourquoi elle part à l'université ? Parce que dans ce lycée, il y a eu la visite d'une médecin ukrainienne. Ah oui, voilà, c'est ça l'histoire. Voilà, qui est pédiatre à Caracas et qui tourne dans tout le pays pour pousser les jeunes filles à devenir médecins. Hein, parce que là, il n'y a pas de médecin femme. Et donc, cette Ukrainienne fascine Anna Maria, qui va se dire, oui, moi aussi, je veux devenir médecin. Voilà, on est d'accord. Lia de Imber de Coronil. Et elle a vraiment existé, et c'est la première femme médecin de tout le pays. Non, du Venezuela, enfin, ou du moins de Caracas. Enfin. Et lorsque Anna Maria la rencontre, eh bien, elle a une sorte de révélation et se dit c'est donc possible d'être médecin. Non, elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'avait fait, non, comme la phrase de Mark Twain. Eh bien, il est donc possible de faire des études, de gravir les échelons et de devenir la première femme médecin de Maracaibo et de tout l'État de Zulia, première femme gynécologue obstétricienne. Mais on va voir que c'est pas facile, parce que lorsqu'elle arrive à l'université, grâce à la cagnotte des petits vieux de la maison, là, c'est génial, il y a un machisme absolument incroyable. Il y a un des professeurs qui lui dit, devant tout le monde, et devant les ricanements des pseudo-petits copains, « Votre mère n'a plus de linge à vous faire repasser ?» Voilà. Oui, voilà, c'est ça ce qui est écrit. Alors, elle a laissé peu de documents. Donc, moi, j'ai beaucoup d'informations de presse sur mon grand-père et ma grand-mère. Ce sont été des vraies personnalités publiques qui ont été couverts de gloire, couverts de succès, couverts de médailles, de diplômes. Donc, c'est des gens qui ont donné beaucoup d'interviews à la presse. Et on a toutes les coupures de journaux. Donc, moi, j'ai des informations de heure après heure, ce qu'ils faisaient presque tous les jours. Donc j'ai beaucoup d'informations sur eux. En plus, mon grand-père a ce livre qui s'appelle El Rector Eterno, le recteur éternel, où il raconte toute son histoire avec cette journaliste, des 300 pages. Et ma grand-mère, elle, a laissé, je dirais, une trentaine de pages qu'elle a un peu commencé, mais qu'elle n'a jamais fini, qu'elle a commencé en racontant sa vie, non, à la fin. Et là, alors, elle raconte toutes ces anecdotes de ce qui lui est arrivé à la Universidad Central de Venezuela, qui est l'université de Caracas, avec toutes ces vexations liées à son sexe. Donc, ce qu'on vous a pas dit, mais vous avez compris, c'est que Antonio et Anna Maria se retrouvent donc à l'université. La UCB, c'est ça, à Caracas. Oui. Donc, ils s'étaient déjà vus à l'école, aperçus au lycée. Ils sont toujours aussi amoureux l'un de l'autre et ils vont commencer à vivre ensemble. Et à vivre ensemble là-bas, oui, à Caracas. Voilà. C'est exactement et au ça. bout de 6 ans, il rentre au pays, donc diplômé. Oui. Et ce qui est complètement fou, et ça je ne sais si c'est vrai, c'est que autant l'aller 6 ans avant avait été un périple absolument très 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 compliqué, des heures et des heures de voyage dans des conditions épouvantables. Et là, lorsqu'il rentre, c'est les héros, quoi. C'est les héros, et l'histoire est vraie. Enfin, c'est très beau. L'histoire est vraie. Non seulement elle est vraie parce qu'on me l'a raconté beaucoup en famille, et ils en ont été très fiers, mais en plus je l'ai retrouvée dans plein d'articles de journaux. Et donc l'idée est la suivante, c'est-à-dire qu'ils sont en train de revenir en bus. Il faut imaginer le Venezuela. Là, on est dans les années... Exactement, on est dans les années 50, je dirais même un peu avant, en fait, tu vois, genre 47, 48, quelque chose comme ça. Donc pour aller de Caracas jusqu'à Maracaibo, on est en train de parler de petits chemins de jungle tortueux et dangereux, plein d'abîmes, enfin... Il y a des lions... Il y a des lions, des pingouins, enfin tu peux imaginer comme ça, enfin, tous les dangers possibles, quoi, enfin tous les périls possibles.
Et dans le bus, alors qu'ils sont à 1 heure d'arriver à Maracaibo, une voiture militaire arrête le bus, un militaire entre dans le bus et se met à marcher comme ça dans le couloir central et dit « Est-ce qu'il y a une Ana María Rodríguez ici ?» Donc ma grand-mère dit « Si, c'est moi, Ana María Rodríguez. »« Ah, merveilleux, venez, suivez-moi s'il vous plaît. » Et elle dit « Qu'est-ce qui se passe ? »« Suivez-moi, suivez-moi. » Et donc ils la descendent. Et le type l'emmène dans une voiture noire très élégante qui était garée derrière. Elle entre dans la voiture et là, il y a un monsieur en costume qui la fait asseoir et elle lui dit « Que se passe-t-il » Et elle lui dit « Se passe, madame, que la première femme médecin de l'état de Zulia ne peut pas arriver à Maracaibo dans un vulgaire bus. Le gouverneur m'envoie. Il vous attend sur la place principale. » Et Ana María a dit qu'elle traverse, enfin la dernière heure, elle l'a fait dans cette voiture, arrive en effet à la place principale et l'attend une gaïta, une fête, des gens, la presse, toutes les personnalités, si vous voulez, de la fonction publique, le gouverneur, le maire, on lui remet des médailles, on lui remet les clés de la ville, toutes sortes de choses. Et à partir de là, en fait, Ana María crée une légende. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y a eu tant de presse ce jour-là, et il y a eu tant de remous avec cette histoire, que le lendemain, lorsqu'elle dort chez elle, et le lendemain, elle se réveille, son père vient la réveiller en lui disant « Ana María, réveille-toi, il y a des gens dehors. » Et elle ouvre les fenêtres et il y avait une queue de 200 femmes qui attendaient devant chez elle, qui n'avaient jamais vu une gynécologue, jamais vu une médecin, qui étaient venus de tous les villages, de toutes les campagnes, qui avaient descendu des bidonvilles, qui avaient descendu des sierras et des montagnes, en lui disant « Mais est-ce que vous pouvez m'ausculter ?» En fait, tout simplement. Vous êtes la première femme. Et moi, je n'ai rien pour payer. Alors, voici une poule. Enfin, non, ou voici des bananes, enfin, des bananes plantains. C'est comme ça, des sortes de cadeaux, des petits bijoux, enfin, des sortes de colliers, un petit châle. Pouvez-vous m'ausculter ? Et Abuelita, ma grand-mère, a raconté toute sa vie cette histoire, en disant, et depuis ce jour, cette file de femmes-là n'a jamais faibli, quoi. Enfin, tu vois, jusqu'au jour où elle est morte, enfin, tu vois, en quelque sorte. Ça a été la doctora. Ils l'ont appelée la doctora, comme si on n'en avait qu'une seule. Enfin, bon, il y en avait qu'une seule, mais après, il y en a eu d'autres, mais... Alors, comme d'habitude, il y a une dictature, hein, on va dire ça comme ça, parce qu'elles se sont succédées. Et Antonio, qui s'est enrôlé dans la rébellion contre la dictature, il va être arrêté, torturé quand même, hein, torturé. Et puis, on en arrive à l'extrait qui vous a été lu, donc la naissance et la fin de cette dictature momentanément, et la naissance, donc on est le 23 janvier 1958 de Venezuela. Donc ma mère. Maman. La madre, qui s'appelle réellement Marie-Antoinette. Non, c'est vrai. Hein, la pauvre. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Et elle s'appelle vraiment Marie-Antoinette. Maria Antonietta. Enfin, mais parce que c'est un mot valise, en fait, parce que son père s'appelle Antonio et sa mère s'appelle Ana Maria. Donc en fait, c'est Maria Antonia, non ? C'est Maria Antonietta, tout simplement. Et tout le monde l'appelle Maranto. C'est une contraction de Maria Antonietta, Maranto. Enfin, moi, j'ai décidé de l'appeler Venezuela parce que, eh bien, j'ai trouvé que le passage était intéressant de cette journée du 23 janvier 1958, qui est une journée célébrissime au Venezuela. Tous les enfants l'étudient à l'école. La journée elle-même pourrait donner pour une série Netflix. Tellement elle est folle. Et c'est le jour de la chute de la dictature. On dit qu'il y a quand même eu 4 heures dans cette journée où il ne s'est rien passé, qui étaient les heures piques de chaleur, parce qu'il faisait trop chaud pour faire la révolution. Donc on a attendu le soir, non, pour que les armes refroidissent. C'est quand même génial. Enfin. Et en effet, le dictateur part, Marcos Pérez Jiménez, dans ce qu'ils ont appelé la vaca sagrada, qui était la vache sacrée, qui était son avion personnel, et il aurait laissé des valises de dollars à l'aéroport, dans l'empressement du dollar, qui montrait une terrible corruption. En effet, il part, et moi j'ai imaginé que Ana María, à ce moment-là, enceinte jusqu'au cou, accouchait de Venezuela. Or, ma mère est réellement née en 1949. Ouais. Donc je l'ai rajeunie de 10 ans. Elle était très contente. Ah oui, elle était très flattée d'être rajeunie de 10 ans. Et en effet, j'ai un peu maquillé l'histoire pour qu'elle s'adapte à cette structure narrative.
Et ce qui est fou, encore une fois, on revient sur cette idée des connexions de la réalité qui sont tellement plus folles que la fiction, c'est qu'il se trouve que moi, j'ai 2 filles, et ma deuxième fille, Maya, est née un 23 janvier. Et ma mère me disait, non, c'est pas possible, dans tous les jours de l'année, t'as pas choisi. Oui, si seulement je l'avais calculé, mais hélas, ma femme est danoise, c'est peut-être elle qui a calculé. Alors, juste une petite assise. Il y a le retour à la maison de la mère de Anna Maria, donc cette mère qui était partie, qui avait laissé Shinko élever seule Anna Maria. Et à un moment donné, vous dites, qu'on va appeler Mama Eva, et vous dites, elle était attentionnée et sociable, elle avait dédié sa vie à aider les autres, prenait toujours l'aile quand on servait du poulet. Et je trouve ça très étonnant. C'est un geste de générosité extrême que de prendre l'aile du poulet. Mais ça, tu sais, je l'ai volé à Virginia Woolf. Ah, d'accord. Oui. En fait, il y a un très beau texte de Virginia Woolf qui s'appelle « Tuer l'ange », et dans lequel elle dit « pour que la femme puisse réellement s'émanciper, il faut qu'elle cesse d'être cet ange de la maison. » Celle qui récure les casseroles, celle qui fait le ménage, celle qui s'occupe de changer les draps, celle qui s'occupe de faire à manger, celle qui, dans la discrétion, toujours dans la bonne humeur et dans la douceur et dans la tendresse, fait tout dans la maison. Quel ange! Vous imaginez si elle n'était pas là? Et Virginia Woolf dit, pour qu'une femme puisse écrire des livres et puisse s'émanciper, on est à cette époque-là, il faut en quelque sorte tuer l'ange qu'elle a à l'intérieur, tu vois. Et le texte s'appelle « Tuer l'ange ». Et elle dit, une femme, par exemple, elle prend son cas, ne peut pas développer réellement des romans, car elle est toujours en train de penser à enlever, elle s'occupe toute la journée à enlever les yeux des pommes de terre et prend toujours l'aile du poulet quand on sert le poulet à table. Et j'ai trouvé ça génial, le truc de l'aile du poulet, parce que je vois très bien le truc de non, je n'ai pas faim, ça va, une petite aile, ça ira. Non, pour laisser les garçons se nourrir, quoi. Et j'avais trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais quel beau détail, tu vois. C'est vraiment l'effet de réel à la Roland Barthes, qui est rare en littérature. Et donc, j'ai simplement relevé cette phrase, c'est du bouturage. C'est-à-dire que j'ai coupé cette petite feuille comme ça, voilà. Oui, mais ça m'a interpellé, parce que moi, j'adore l'aile du poulet. Tu aimes l'aile du poulet? Bah oui, c'est ton côté angélique. Voilà, c'est mon côté angélique. Un petit mot sur Antonio, on l'a dit, il a quand même effectué 1134 opérations et pas un seul mort. Oui, alors c'est faux, terriblement faux. Tu peux imaginer. Tout ceci il y a eu faux. beaucoup de 1000 morts. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu 1000 morts. Alors, il y a eu 100 personnes qui ont survécu. Non, mais il a dirigé 6 hôpitaux. Voilà, donc ça, c'est voilà. Et lui, je pense qu'il a beaucoup grossi les choses. Et plus j'y pense, et plus j'imagine un homme qui est un self-made man, enfant de la rue, qui en effet devient cardiologue, chirurgien, qui a une carrière dans la médecine qui est fabuleuse, qui est une renommée torride, c'est une supériorité écrasante par rapport à tous les autres de cette région et à ce moment-là à Maracaibo. Il part aux États-Unis, ils ont vécu presque 5 ans à Washington, je ne l'ai pas mis dans le livre parce qu'encore une fois, sinon ils sont partis pendant 5 ans à Washington parce que lui avait été invité dans les hôpitaux de Washington pour donner des conférences et des choses, etc. Puis ensuite, ils sont revenus avec des nouvelles machines pour faire des dialyses et pour faire des greffes de cœur, de je sais pas quoi. Enfin, c'est une sorte de personnage étonnant. Et en plus de tout ça, il a fondé cette université ensuite et est devenu recteur. Et devient recteur. C'est une sorte de... Tu dis... Tu sais, il y a un côté hugolien, enfin, ces hommes qui sont comme des chênes au milieu des forêts et qui aspirent toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les sucres de la terre et personne ne peut croître en fait autour d'eux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ma mère a décidé de quitter Maracaibo. Vous le dites bien, lorsqu'elle veut voir son père, qui passe sa vie ou auprès des patients ou après auprès des ingénieurs pour monter ses universités, elle doit prendre un rendez-vous. Enfin, je ne sais si c'est vrai, mais comme si c'était une patiente ordinaire, elle prend un rendez-vous pour lui dire « je veux aller à Paris ». Parce que ses parents avaient décidé qu'elle serait médecin. C'est ça. Tu seras médecin, ma fille. Et elle, absolument pas, surtout qu'il y a une opération à laquelle elle participe un peu, qui lui donne une frousse terrible. Oui. Donc, elle est omnubilée, persévérante comme toute la famille, et omnubilée par Paris. Pourquoi ? Eh bien, obnubilée par Paris, obnubilée surtout par le voyage en général. Je pense qu'il y a un côté comme ça, une sorte de syndrome d'Ulysse, de cette nécessité de partir, de quitter le village avec un Antonio, son père, qui était très enraciné, avec une Anna Maria, qui elle aussi de son côté
avec une sœur, donc je ne parle pas bien entendu de ma tante, qui s'appelle aussi Anna Maria, comme toutes les femmes de ma famille, qui est la première fille d'Antonio et d'Anna Maria, et qui est la grande sœur de ma mère, donc ma tante. Et la cousine germaine. Et la cousine germaine de truc. Mais bon, que je salue du geste, parce qu'elle est morte du Parkinson il y a un an. Donc elle a lutté contre un Parkinson, et beaucoup dans la famille ont dit justement que ce Parkinson était peut-être aussi l'héritage du poids, en fait, de ces deux parents qui étaient de telles figures publiques, qui avaient une telle lumière, et qui pouvaient être en quelque sorte épuisants, enfin, et difficilement, tu vois, doux. C'est des gens qu'elle a peu connus. Ma grand-mère a passé sa vie à accoucher, à faire des chirurgies vaginales, à être sans cesse dans les blocs opératoires, si bien que lorsque je rencontre des gens qui ont plus de 60 ans et qui sont nés à Maracaibo, tous me disent, mais c'est ta grand-mère qui m'a mis au monde, enfin, tu vois. Puis j'en avais qu'une seule, enfin, tu vois. Donc en fait, elle a mis au monde la moitié de la ville. C'est ça. Pour ça prend du temps. Et pour Antonio, pareil. Donc sont des filles, ma tante et ma mère, qui n'ont pas connu leurs parents, qui ne nous ont jamais vus, qui ont été élevées par des grands-mères, par des nounous, par des dames qui étaient là, etc. Et Néné, qui est donc ma tante Anna Maria, mais donc toutes les femmes de ma famille ont des little names, sont des surnoms, pour pouvoir les différencier, parce que tout le monde s'appelle pareil. Enfin, donc elles ont tous des nommés. Donc Néné est restée, elle a voulu être architecte, et peut-être un jour j'écrirai un livre sur elle, parce qu'elle a voulu être architecte, et comme souvent les premiers dans la famille prennent toutes les névroses des parents, non? C'est comme si les deuxièmes, ils sont un peu protégés, non? C'est comme si... Non, t'as les fantassins, qui sont ceux qui prennent les premières balles, et en effet, Néné a pris les premières balles. Donc cette exigence obligatoire d'être immense, d'être grand. Ce truc un peu à la Mina Kassef, non? Tu seras ambassadeur, mon fils, tu seras Gabriele D'Annunzio, tous ces voyous ne savent pas qui tu es. Eh bien, Néné, c'était en mode, tu seras la plus grande. Et tu seras la plus grande quoi? La plus grande architecte. Et Néné, alors, elle a eu une carrière d'architecte avant son Parkinson fascinante, si bien qu'elle avait trouvé les fonds pour pouvoir fonder le plus grand centre culturel de tout l'État de Zulia, qui allait s'appeler l'Aula Magna. Et l'Aula Magna a été érigée. Il y a encore aujourd'hui les vestiges au centre de Maracaibo, des gigantesques murs avec des colonnes sublimes, avec des salles de concert pour recevoir je ne sais combien de personnes, enfin un truc mais énorme, et qui a été inachevé parce qu'elle a eu son Parkinson, qu'elle est morte ensuite, et personne n'a repris la chose. Et je me suis toujours dit, Néné a voulu faire ce que son père, Antonio, avait fait en fondant la plus grande université de Maracaibo, où aujourd'hui est prof, directrice de la faculté de photographie, Guari, qui est la dernière Anna Maria de la famille, qui est la fille de Néné. Donc vous voyez la chose ou pas? Oh, très bien, très bien. Tout ça est tout à fait limpide. Et ma mère, voyant toute la chose, a dit « Non, mon ami, ça c'est un panier de crabes. Moi, je dois partir d'ici si je veux garder un équilibre mental, en fait, une santé. » Et dès qu'elle a eu 18 ans, elle a décidé de partir en vendant cette broche en or du petit pingouin. Pour ça, pour en savoir plus, il faudra lire le roman, parce qu'on accélère, parce que c'est bientôt la fin de notre émission, non, notre rencontre. Si à la fin, c'est le majordome qui est l'assassin, donc il faut qu'on arrive jusqu'à la fin. Passons à Cristobal. Cristobal, c'est vous? Oui, voilà, c'est ça, c'est un double de C'est papier. votre deuxième prénom ou C'est mon troisième prénom. Ah, oui, je m'appelle Miguel Rodrigo Cristobal. Bonne foi. Donc alors, Cristobal. Je me demandais, est-il vrai que vous avez participé à ce programme d'expropriation qui partait d'un très bon sentiment, évidemment. On va rendre la terre au peuple, il y a les coopératives, avec ce passage absolument extraordinaire sur les tracteurs chinois. Mais malheureusement, le mode d'emploi est en chinois, donc personne ne s'en sert. Tout ça, c'est crédible? C'est vrai, pardon? Absolument. Eh bien, figure-toi que la chose est la suivante. Et moi, j'ai vécu pendant 4 ans au Venezuela, mais je maquille un peu tout ça, et peut-être un jour, j'écrirai là-dessus, mais je pense que c'est encore très frais pour pouvoir en parler, que la situation politique vénézuélienne est très délicate. Et donc je préfère rester élégant et discret, non? Mais il se trouve que pendant 4 ans, j'ai été au Venezuela et j'ai travaillé pour les ministères de pouvoir populaire et pour la révolution. Et mon père travaillait là-dedans aussi, et ma sœur travaillait là-dedans aussi. Moi, je travaillais dans El Punto Bicentenario et dans un autre centre qui s'appelait le Museo del Teclado.
Et ma sœur a travaillé dans quelque chose qui s'appelle le GDC. Et le GDC, c'était Gobierno Distrito Capital. Et l'idée du GDC, c'était faire des expropriations. Donc, en gros, l'idée de la révolution, c'était, avec l'argent du pétrole, de pouvoir racheter des terres à des propriétaires terriens privés et de la rendre au peuple, de la donner aux agriculteurs et aux paysans, en leur disant, à partir de maintenant, la terre est à celui qui la travaille. Alors là, je vois qu'ils ont allumé les lumières et qu'ils mettent la musique de fin. Donc, je pense qu'on doit. La Fred me fait des signes qu'il faut partir. On a encore quelques minutes. On a encore quelques minutes. Oui. 2 minutes. Eh ben, ça fait quelques. C'est ça. Bon, l'histoire est peut-être un peu longue. Enfin, non, mais voilà, ce qui est beau, c'est qu'on va revenir un peu aux animaux quand même. Animaux, ouais. Vous vous rendez compte que la famille un peu plus forte que les autres s'est accaparée la maison de latifundia. Et en fait, l'idée, c'est qu'on avait remplacé des tigres par des tigres. Et la corruption, elle existe aussi, et à tous les niveaux de la société, aussi dans la pas révolution, seulement. Voilà. Et dans le, oui, c'est tout à fait et ça. on va finir sur l'explication de ce titre, hein, Le rêve du jaguar, qui est en fait quasiment à la dernière page du roman, ou presque. C'est Anna Maria qui dit qu'il y a une légende, je ne sais pas comment on dit, que dans toutes les portées de chat, il y a un jaguar. Hein. Et il me regarde comme si j'avais écrit cette histoire. Je trouve ça brillant, magnifique, merci. Et que ces jaguars, donc de toutes ces familles qui ont un jaguar, en fait, ces familles de chats et ces jaguars, ce sont les bâtisseurs de cette ville, dit Anna Maria. Et on est tous fils d'un rêve de jaguar. Bon. Voilà le rêve de jaguar. Voilà, exactement. Et ça aurait pu être le rêve du chaton, mais oui, non, le c'est rêve du chaton. Moi, je préférais le rêve du chaton, mais je crois qu'ils n'ont pas voulu. et non, et figurez-vous que mon titre de travail à la base n'était pas le rêve du jaguar, c'était l'épaisseur de l'ombre. Car il y a une phrase qui me plaît beaucoup de William Faulkner qui dit « La littérature est comme craquer une allumette au centre de la nuit, au milieu d'une forêt ». Ça, c'est un beau titre, ça aussi. Merci beaucoup. Ce que vous constatez, c'est qu'il y a de l'obscurité autour. La littérature ne sert pas à voir. La littérature sert à mesurer l'épaisseur de l'ombre. C'est beau, n'est-ce pas? Pour un prochain. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Et donc, j'avais envoyé l'épaisseur de l'ombre et je l'avais envoyé à la maison d'édition. Et mon éditrice m'a dit oui, le texte est bof, mais le titre est vraiment pourri. C'est oula. Et donc, je lui dis, ah, c'est vrai. Et elle me dit, oui, fais-moi d'autres propositions. Oui. Et donc, je lui fais des propositions. Elle me dit, non, c'est trop court. Une autre proposition, ah non, c'est trop long. Une autre proposition, c'est trop oxymorique. Non, ah, ça sonne trop bien. Ah non, ça sonne trop mal, non, etc. Blablabla. Et à un moment, je lui dis, dis-moi toi alors, quel est ce que toi tu proposes? Parce que tu as l'air d'avoir un avis très précis sur le titre, quoi. Enfin, non, okay. Et elle me dit, un truc avec Jaguar. Je fais un truc avec Jaguar, quoi. Donc, je me mets à penser, je pense à Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin, une couleur. Et je lui dis, jaune Jaguar. Elle me répond, ça fait bagnole. C'est vrai. Ça fait... C'est pas faux. C'est pas faux. Et donc, ah oui, ça fait bagnole. Et moi, j'étais au Mexique à ce moment-là. Et j'étais en train de voir ma sœur, parce que ma sœur est sexologue au Mexique. Oui. Et donc, en effet, je suis au Mexique. C'est 2 minutes qui risquent de se prolonger. Pardon, je fais très court. Et je trouve que pour ceux qui sont allés au Mexique, vous êtes sans doute allés au Museo Diego Rivera. Et au Museo Diego Rivera, il y a une fresque célèbre qui s'appelle El sueño de una tarde dominical, non, le rêve d'une après-midi de dimanche, où il raconte l'histoire des 5 siècles de l'histoire mexicaine. Donc, je prendrai 10 minutes pour parler des 5 siècles. C'est de l'art de la concision. L'art de la concision. Et bueno, il passe en gros de Hernán Cortés jusqu'à aujourd'hui. Bon. Et il lit tous les personnages par une même chose qui est le rêve. Hernán Cortés rêve d'occuper le Mexique, mais la résistance indigène rêve qu'il parte. Et Porfirio Díaz rêve d'installer son caudillisme et sa dictature. Et Diego Rivera rêve de faire la fresque. Un enfant rêve d'avoir un ballon, parce qu'il y a un des ballons. On a compris. Ouais, on a compris, pardon. Et donc, en effet, il dit le rêve d'une après-midi de dimanche. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est hyper beau l'idée du rêve, non, de traverser 5 siècles ou un siècle avec tant de personnages. Il faut les lier avec quelque chose. Et je me suis dit, le rêve, tu vois. Donc, je lui propose le rêve du jaguar. Et elle me dit, ah ouais, super, mais comment on fait pour le justifier dans le texte? Et oui, cher ami, à la toute fin, je me suis dit, bon, non, alors laisse-moi intégrer quelque chose, qu'il y a une légende, fausse naturellement, était que dans toute portée de chat, il y a un jaguar, non? C'est ça l'histoire, voilà, c'est ça. Donc vous avez compris, il faut lire Le rêve du jaguar, publié par Rivage.
de Miguel Bonnefoy, qui va donc vous dédicacer son livre là tout de suite. Hein. Voilà. J'espère qu'il y aura assez de livres. Bravo à Marianne pour avoir posé si bien les questions. Bravo à Fred. Bravo à la régie.